Bonjour. Donc je suis Pascal Revaux, directeur opérationnel du COMED, médecin également ayant fait des études d'anthropologie. Vous verrez que je vais beaucoup parler de l'intérêt du travail qualitatif. Et d'ailleurs, je vais commencer par une histoire. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation vraiment sincèrement, en particulier bien sûr Marie-Thérèse et Rachid Salmi, et d'autres, Christophe Adam, avec qui j'ai pu m'entretenir aussi avant de faire cette présentation. D'abord pour le temps alloué, ensuite pour les discussions. Je pense qu'on est vraiment au cœur d'une préoccupation majeure. Là, je reviens d'un colloque international où, effectivement, vous connaissez peut-être Leibowitz, qui est un psychologue cogniticien américain, qui disait « Pourquoi toutes les 90 minutes, il y a un Américain qui meurt écrasé par un train ?» En gros, c'est le train va tellement vite, il arrive tellement vite qu'on pense qu'on va pouvoir traverser, mais en fait, il est tellement massif, il est tellement brutal que même en le voyant arriver, en fait, on se le prend. Et donc, la question de la migration, c'est ça, c'est cet enjeu de on va gérer les flux, ça va aller, on va mettre des dispositifs, etc. Donc c'est beaucoup plus profond que ça, au niveau sociétal également, et c'est de ces questions que j'aimerais discuter avec vous en posant quelques questions à la fin sur ce qui nous intéresse, je pense, c'est-à-dire le lien entre la recherche opérationnelle, la société civile et les centres de recherche universitaires. Et je pense que là, on est devant vraiment quelque chose qu'il faut construire aujourd'hui rapidement. Alors, je vais vous parler du point, disons, je vais surtout pas refaire ce que je fais dans le DU, mais je vais quand même parler de l'endroit d'où je parle, qui est donc une association fondée en 1979 par Amnesty International, la CIMAD, le groupe Accueil Solidarité, qui s'occupait déjà de l'accueil des personnes qui avaient subi des tortures. Et ce qu'on peut dire, c'est que 1979, c'est un contexte complètement différent. C'est la figure, on est encore après la Pax Americana de 1945, quelque part dans la représentation du combattant pour la liberté. Et vous vous souvenez de toutes ces associations qui naissent à ce moment-là, dans les années 70, Action contre la faim, Médecins du Monde, et qui vont même aller chercher des personnes qui sont en difficulté sur le terrain pour les accueillir en termes de solidarité internationale. Donc on en est bien loin aujourd'hui, et je vais essayer de vous présenter un petit peu ça, puis de faire aussi écho à la présentation que vous avez eue hier sur les fausses représentations, en tout cas sur ce qui vous a été présenté. J'ai quelques compléments modestes à apporter, mais vous dire que le COMED publie un rapport annuel, alors justement un rapport annuel qui est assez épidémiologique. Comment ce rapport annuel peut aussi s'inscrire dans le domaine de la recherche et avoir des données qui soient validées et qui soient partagées, et aussi des allers-retours avec les thématiques de la recherche. Un guide que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est réactualisé tous les 5 ans. D'ailleurs, on va se mettre au travail en 2020, pour vous dire, on commence à préparer les choses. Donc il y a vraiment un guide pratique à l'intention des professionnels. Et puis, on a aussi une revue Modexil. Vous pouvez vous inscrire sur le site du COMED, c'est gratuit, et vous pouvez recevoir une version électronique. Et puis, on est en train de travailler sur un livret de santé bilingue à destination des publics, immigrés, étrangers, mais également à destination des médecins. Et c'est intéressant parce que, et ce sera peut-être un peu un des leitmotifs de ma présentation, c'est comment être inclusif. C'est-à-dire, en fait, on a un certain savoir, on a une certaine expérience, mais comment faire que nos outils, notre démarche est influencée finalement par nos partenaires, c'est-à-dire les sujets avec lesquels on travaille, les personnes issues de la migration. Ça, c'est une question fondamentale parce que c'est déclaré partout, mais c'est fait très rarement. Et pour vous donner un exemple concret, comment ça s'est passé dans la machinerie en fait, de la création de cet outil, de ce livret de santé bilingue, 15 langues donc, français, avec donc russe, arabe, espagnol, etc. On a travaillé donc avec des personnes qui venaient au centre de santé, et on leur a dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'ancien ?» Ça paraît assez simple. Et puis jusque-là, bon, on se dit on est sur la participation consultative, très bien. Mais on a discuté avec ces personnes sur non seulement le contenu, mais l'outil. Et ce qui est revenu très fort, et donc c'est quelque chose qui date de maintenant 2 ans, c'est
on aimerait bien qu'en première page, il y ait un petit texte qui présente les enjeux de la migration. C'est-à-dire, vous allez nous donner des conseils prescriptifs sur la santé, vous allez dire, voilà, vous avez droit à la PrEP pour le VIH, voilà vos droits, etc., très bien. Vous pouvez même vous adresser aux défenseurs des droits s'il y a un problème, voilà comment il faut faire, voilà comment ça marche une PASS, une permanence d'accès aux soins de santé. Mais nous, sur la migration, sur notre existence ici en France, sur le racisme quotidien, vous allez faire des recommandations des droits humains, parfait. Mais qu'est-ce que vous allez écrire avec nous comme texte d'introduction? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le faire, il y a eu des résistances énormes de la part tant de la société civile que de l'autorité de santé. En disant, mais ça n'est qu'une petite partie du public, pourquoi on ferait ça? Pourquoi c'est eux qui l'écriraient aussi? Qu'est-ce qu'il y a à valider? Et puis ça va troubler le message, et puis peut-être que certains vont trouver que c'est trop important, il faut mettre l'accent sur la santé, sur la santé reproductive, il faut qu'enfin les femmes aient accès à de la prévention contre le cancer du col de l'utérus. C'est ça les messages clés. Ben voilà, là on est typiquement dans la santé mondiale et dans les enjeux de santé publique et de droits humains, et je pense que c'est vraiment en tout cas une boussole, ou quelque chose qu'on doit toujours garder en fait, parce qu'en fait on en parle beaucoup, on le met très peu en œuvre, et quand on essaie de le mettre en œuvre, les résistances sont massives. Alors voilà le plan que je vous propose, ne vous inquiétez pas, il va être plus simple après. 4 parties. Hein. D'abord, je voudrais vous parler de l'étrange histoire de Monsieur K. Je voudrais commencer justement par une histoire. Je voudrais vous parler de les préjugés, on la vie dure, mais j'étais pas là malheureusement hier. Mais effectivement, c'est un des éléments du problème, et je voudrais rajouter quelque chose aussi, c'est-à-dire déjà, chez les soignants, on fait rien en fait. En fait, on fait rien, et je trouve que c'est même intéressant, là, j'étais avec des gens de Médecins sans frontières, vous savez, qui ont ce principe d'intervenir dans les situations de crise, et de dire, on ne va surtout pas inclure dans les équipes décisionnaires, dans les médecins, des soignants qui sont des parties belligérantes. Principe assez systématique qui a été rappelé. Nous, en fait, on se retrouve avec nos collègues médecins et on n'est parfois pas du tout d'accord sur le fond, sur les valeurs, mais ça peut être très violent. Donc comment on travaille ça en commençant dès le départ, et quelle est notre expérience à ce sujet? Ça, je voudrais vous en parler un petit peu. Et en tout cas, je pense qu'il y a des recommandations extrêmement précises et ambitieuses à avoir dans le domaine de la formation initiale et continue. C'est très bien de savoir faire une réanimation cardiovasculaire, c'est parfait, mais il faut aussi savoir ce qui se passe en termes de migration, quels sont les droits des gens, quelle est la déontologie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement absent de notre formation initiale et continue, sauf pour ceux ou celles qui sont intéressés en particulier. Et moi, j'ai vraiment cette impression de me retrouver en ce moment, quelque chose qui est nouveau pour moi, mais on échangera, dans des services où nous travaillons, où le chef de service me dit le service en face, là, c'est un service de gastro-entérologie, nous on est en médecine interne. Il y a un patient qui vient d'arriver d'Algérie, il a un cancer avec des métastases. La gastro lui dit, tu rentres chez toi, nous on n'en veut pas, de toute façon on ne le prendra pas. Il dit, moi je le prends, mais je suis en guerre avec ce service. Donc ma question aussi, c'est que ce qui percole au niveau de la société à l'extérieur, ça rentre également dans notre pratique de soins, et il faut le travailler. On ne peut pas se retrouver avec ce genre de situation qui malheureusement à la fois ont un retentissement sur, bien entendu en premier lieu, les patients, mais également sur notre façon de travailler, qui est déjà extrêmement tendue aujourd'hui. Ensuite, je voudrais vous parler de l'évolution des politiques publiques de santé en faisant un espèce de calendrier rétrospectif depuis 1893, première loi en France sur les indigents, et voir comment petit à petit on a refermé les choses et on l'a de plus en plus séparé, en sachant qu'il y a les étrangers d'un côté et les autres qui sont de l'autre côté. Et qu'on a une accélération, et que ça c'est un phénomène visible donc qu'on peut mesurer, qu'on peut observer. Et puis ensuite, je voudrais vous parler effectivement de la santé mondiale, qui est quelque chose qui nous réunit tous, et on est bien content que ça existe. Mais de fait, j'ai 2 questions. L'approche par les droits est-elle encore d'actualité? Il y a des débats dans des journaux scientifiques, y compris le Lancet sur cette question. C'est intéressant qu'on ait un échange dessus.
et de voir un peu comment cette relation à la migration, elle questionne aussi le système de santé, de ne pas la voir uniquement comme un burden, comme une charge, parce que c'est trop souvent le cas, mais comment elle peut aussi être une opportunité pour changer les pratiques, pour tout le monde en fait. Alors, l'étrange histoire de Monsieur K. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines ont vu, on a effectivement fait paraître cette histoire, enfin en tout cas on l'a communiquée à des journalistes. Alors pourquoi on en est arrivé là? En fait, Monsieur K est géorgien, il a 35 ans, il arrive en France en août, et il est pris en charge par plusieurs hôpitaux, il est usager de drogue, il a aussi des activités délictueuses pour effectivement continuer à pouvoir s'approvisionner. Et le diagnostic qui est fait à l'hôpital, c'est qu'on a une tuberculose multirésistante, il faut faire une pneumonectomie droite et il faut introduire une pentathérapie pendant 18 à 24 mois. Ce monsieur, en discutant avec lui, on se rend compte qu'il a déjà été traité en Géorgie, en partie. En fait, il n'y avait pas de continuité dans la distribution des médicaments, même s'il y a des programmes qui sont particulièrement soutenus, notamment par l'Union européenne, par le Fonds mondial. Et également, le fait qu'il est usager de drogue fait que non seulement son addiction n'est pas traitée, mais qu'on lui dit tu traiteras d'abord ton addiction, on verra après pour la tuberculose. En revanche, quand vous allez sur le site de l'ONU-SIDA ou autre, il y a accès antiviral, etc. Par exemple, si on prend cet indicateur-là. Et monsieur se retrouve finalement, alors c'est difficile avec les hôpitaux, ça ne se passe pas bien avec les équipes, et puis il y a cette représentation sociale aussi sur les Géorgiens qui sont agressifs, c'est pas facile de travailler avec eux, etc. Ils ne respectent pas les règles établies. Et finalement, ce monsieur se retrouve dans un hôpital du nord parisien, où là il est vraiment bien pris en charge. Mais il n'a pas de papier. Et première chose, on peut se demander pourquoi d'emblée, et on voit qu'il y a eu un retard à l'allumage, pourquoi il n'y a pas eu effectivement une demande de régularisation pour raison médicale. En tout cas, il n'a pas de papier, il se fait arrêter par la police, il est mis en centre de rétention administrative au CRA de Vincennes. Vous savez que dans tous les centres administratifs, ça date de Badinter, hein, il y a des associations qui ont des contrats et qui ont des permanences, la CIMAD entre autres, mais d'autres, ASFAM, etc. Et nous étions en contact avec ASFAM, et qui vont vers les patients, ou vers les personnes, qui ne sont pas forcément des patients, et qui discutent avec elles si elles ont un problème de santé particulier, s'il y a un problème d'accès aux droits, etc. Et là, devant cette situation, l'ASFAM demande au médecin du CRA, il y a un médecin, au centre de rétention administrative, ce qu'on appelle une UMCRA, une unité médicale pour le centre de rétention administrative, qui reprend les éléments médicaux, et contacte l'hôpital Bichat qui dit bah, très bien, mais nous on ne peut rien faire, on ne peut pas se déplacer, on est débordé. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'humanitaire. C'est-à-dire qu'on demande au SAMU social de prendre les médicaments et de les apporter tous les jours, comme une DOT, hein, Direct Observed Therapy. Et on demande donc au SAMU social d'apporter la pentathérapie tous les jours. Le médecin de l'hôpital du Nord parisien écrit un certificat médical en disant que pour lui, il faut vraiment que la personne soit traitée, qu'il y a un enjeu, et que, a priori, son histoire montre que justement, il n'a pas été traité correctement en Géorgie. Fort de ces éléments-là, la procédure, c'est que le médecin de l'UMCRA saisit aujourd'hui l'OFII, l'Office français pour l'immigration et l'intégration. L'OFII rend un avis négatif, en disant cette personne, elle a certes, oui, une maladie d'une exceptionnelle gravité, en revanche, elle peut se soigner dans son pays d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur est en rétention. Là, j'en profite pour faire une incise avec la loi telle qu'elle risque d'évoluer. C'est-à-dire que là, vous savez que c'est 45 jours pour la rétention. Hein. On risque de multiplier ça à beaucoup plus. On a un juge des libertés qui vient, donc on en vient au judiciaire, hein, c'est souvent comme ça, et qui dit il faudrait quand même réexaminer cet avis, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Bon, c'est son pouvoir de juge de voir ce qui se passe et de prescrire un certain nombre de choses, voire de commettre un médecin expert. Ça ne bouge pas trop. Les associations font appel au ministère de la Santé,
au ministère de l'Intérieur, saisissent le cabinet. Le cabinet a une réponse liminaire, oui, nous contactons, c'est par mail, hein, très peu par téléphone, nous contactons nos homologues du ministère de l'Intérieur. 3 fois, 4 fois, 5 fois, toujours la même réponse. Le monsieur est toujours en rétention. Et puis finalement, le monsieur se retrouve avec une hémoptysie, qui crache du sang, en difficulté, là, pour le coup, il a besoin d'une hospitalisation, et puis il arrive vers 40 jours de CRA, de rétention administrative, dans le centre de rétention administrative. Et là, il se retrouve dans l'hôpital du Nord parisien, et on n'a toujours aucune nouvelle du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, voilà. Donc les associations se disent, mais qu'est-ce qu'on fait de cette situation ? On la laisse passer comme ça, c'est pas très important, finalement il est sorti, finalement lui au niveau individuel c'est bon, il va être pris, puis il arrive à la fin, donc de toute façon ils vont visiblement pas le réenfermer, encore qu'ils peuvent. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a 3 tentatives d'expulsion où le monsieur refuse. Vous savez qu'en général, les policiers, au bout de 3-4 tentatives, ils montent dans l'avion et ils accompagnent la personne. Mais donc des tentatives pour le ramener, et il a refusé. Il a le droit de refuser. Voilà, donc le défenseur des droits saisi, etc. Et puis on s'est dit, faut quand même communiquer un peu sur cette situation. Donc on a demandé effectivement à la journaliste de le publier. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Bon, on a fait un peu le job, ok ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous regardez les commentaires dans le journal, les commentaires sont incroyables. Les commentaires sont d'une violence inouïe. Les commentaires ne portent pas tellement, d'ailleurs, sur les fausses représentations là, qui ont été discutées hier. Elles portent sur le droit à se soigner ou pas en France quand on est un étranger sans papier. Et donc on a tous les arguments de santé publique, on a des evidence-based, etc. On dit plein de choses, hein, que les gens ne viennent pas ici pour se faire soigner, encore que ce monsieur, c'est probable qu'il est venu pour se faire soigner. Et alors ? Mais c'est le fait qu'une personne qui est de façon irrégulière en France, c'est insupportable pour un certain nombre de personnes, et qu'elle n'a pas de droit à recevoir des soins. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, qui est écrit, qui est sociétal, qui est réinscrit. Et c'est vrai que moi, je voudrais mettre ça en parallèle avec une autre histoire très rapidement. Là, je vous ai raconté cette histoire. Bon, le monsieur, finalement, va bien, il est traité, il y a une relation de confiance avec les soignants, le droit au séjour est en train de se mettre en place, enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui finira, on l'espère, plutôt bien. Mais je me souviens un jour, un soir, d'une personne qui était au centre de santé du COMED, et certaines, vous avez dû vivre ce genre de situation, évidemment, qui arrive de RDC avec un cancer prostatique, avec des métastases, très douloureux, très algiques. J'appelle la chef de l'hôpital Bicêtre d'urologie. La première chose qu'elle me dit, peu importe qui c'est, mais elle me dit, est-ce que j'ai le droit de soigner cette personne ? Alors, ça, c'est du quotidien. Donc là, on voit qu'au-delà de nos démonstrations, il y a un véritable travail de fond sur les droits humains aussi à faire. Et que la position défensive qui est de dire on va expliquer que les migrants c'est pas si mal que ça, c'est bien pour l'économie, c'est important parce que vous voyez ça apporte un certain nombre de choses, bon, mais aussi ils viennent pas pour se faire soigner, etc. C'est une position très défensive en fait. Donc là moi je provoque un peu exprès en disant par rapport à nos principes de déontologie, est-ce qu'on va complètement les mettre de côté pour travailler sur de la judiciarisation des situations? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait un travail de fond, y compris sur des questions de formation? C'est ça que je voulais voir avec vous. Alors, vous allez me dire, tout ça on le connaît, c'est Ottawa, c'est 86, c'est les 3 leviers, médiation, plaidoyer, renforcement de capacité, très bien, on sait faire, voilà, mais en fait ça ne produit rien. En fait, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement non plus dans les lieux qui comptent, les lieux où ça se passe. Par exemple là, je ne sais pas combien d'entre vous, faire un petit exercice associatif là, vous pouvez lever la main, combien d'entre vous étaient au courant de la déclaration d'Édimbourg du 8 mai
2018. Du 18 mai, pardon, 2018. Personne. Voilà. Et c'est pas étonnant. Donc, à Édimbourg, il y a eu donc une déclaration qui est toute récente sur migration et qui est en plein dans notre sujet, vous allez voir pourquoi, qui s'appelle Edinburgh Declaration on Migration, Ethnicity, Race and Health. Il y a le mot race, effectivement, des anglo-saxons qui est introduit là, hein, en disant, voilà, nous ouvrons donc plus de 700 participants, plus de 50 pays, la France n'était pas là, visiblement, ou très peu représentée, le premier congrès mondial pour tackle this issue, pour dire comment on va faire avec cette question-là dans le domaine de la santé, et comment on va intégrer la question du dialogue entre les pouvoirs publics, la société civile, les universitaires. Ça, c'est fondamental. Il recommande, et je vais passer rapidement, 3 choses, voilà, 4 choses, mais d'autres que je ne vous ai pas mises ici, puisque j'ai mis en jaune-vert, là, je ne sais pas comment ça passe, là, c'est ce qui est apparemment le plus difficile à faire. Hein. On en revient à la participation dans les instances, et aujourd'hui en France on en est très très loin, dans les instances de décision, de planification, de prévision des populations. Ça c'est la première chose, c'est fondamental. Et on en est, ils pensent même à une société globale qui intégrerait plusieurs parties dans ce champ. Voilà. Donc il y a des initiatives au niveau mondial, c'est pas inerte, il y a des gens qui font des choses. Le problème c'est comment ces gens-là travaillent ensemble au niveau national et au niveau international pour former des alliances en fait, qui permettraient d'aller beaucoup plus loin que simplement de penser qu'on va passer le train, quoi, alors qu'il arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et on peut le voir dans plein de sens. Alors les préjugés, on la vie dure. C'était le deuxième point. Aussi et peut-être d'abord, chez les soignants, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons, comme dirait Arendt, pour nous purger d'ailleurs régulièrement de nos représentations sociales ? Et vous vous souvenez, on a eu, lorsque la question sur le prix des antiviraux contre le virus de l'hépatite C a été discutée, moi je me souviens d'une discussion avec des hépatologues qui disaient il va falloir choisir qui on prend. Alors il y avait les tenants du tout médical, il y avait les tenants de on rajoute un peu de sociétal, un peu de social, est-ce qu'il va vraiment s'inscrire en France ou est-ce qu'il va partir, quel est son projet, il y en a qui disent non, ça doit être médical, une approche très MSF d'une certaine façon. D'autres disaient cette personne il faut qu'elle retourne chez elle ou dans une région où elle peut être traitée, et puis elle n'est pas forcément en danger de mort, donc c'est pas très très grave. Voilà. Et là il y a peut-être un deuxième paradigme très important je pense pour les soignants, c'est qu'on est tout le temps sur cette question de l'urgence. Alors on nous rappelle que bien sûr 2% du budget c'est pour la prévention, tout le reste c'est les soins, mais en fait le mode opératoire des cliniciens, des gens qui travaillent sur le terrain, des équipes, c'est de gérer l'urgence, c'est de dire qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut attendre, etc. Et ça se retrouve y compris dans les pratiques de gens qui ne sont pas au service des urgences, qui sont au service de médecine interne, de gastro-entéraux, etc. C'est-à-dire de se dire, bon, on n'est pas à 2 mois près, on n'est pas à 3 mois près. Mais après, quand on discute un peu plus et qu'on travaille sur une culture de santé publique en disant, oui, mais il y a quand même l'espérance de vie sans incapacité. Quand même la question de soulager. Cette personne, vous la renvoyez, mais dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Ou dans 6 mois ? Elle a déjà une complication, etc. Et là, on voit que ça fait réfléchir un peu différemment. Donc, c'est déjà peut-être un premier levier sur lequel on pourrait travailler sur les questions de formation. Après, chez les soignants, il y a les soignants-chercheurs. Il y en a plein ici, qui ont été soignants ou qui travaillent avec des soignants qui sont chercheurs. Et c'est vrai que notre terminologie, elle n'est pas neutre. On parle de réservoir, on parle de pathologie d'importation, on a l'histoire du traitement de masse. L'obsession en ce moment, c'est le scaling up partout, hein. C'est les big data, etc. Bon. Et on retrouve ça au HCR, l'Union européenne, partout. Je vais prendre un exemple un peu particulier sur les préjugés en la vie dure, mais qui est un exemple qui nous est arrivé au COMEL, sur lequel on est intervenu en termes de plaidoyer, là, qui est plus global, donc ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est la question du dépistage. Aujourd'hui, il y a encore, vous le savez, 3000 personnes migrantes qui sont infectées chaque année sur les 6000, c'est à peu près les estimations, on peut en discuter. Ces 3000 personnes, donc, il y a eu des programmes Paris sans sida, etc., qui se sont mis en place.
des relais au niveau des collectivités territoriales, les conférences internationales sur le VIH et nationales en ont beaucoup parlé. Et puis, finalement, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire au niveau de l'ARS ou au niveau du conseil départemental, des gens qui vont faire le dépistage, qui vont utiliser les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, ils sont embêtés parce qu'il n'y a pas d'interprétariat. Et ils se posent des questions éthiques parce qu'ils se disent, mais si on fait des TROD uniquement chez les personnes qui parlent français, il y a une perte de chance pour les autres. Vous nous parlez de droits humains, etc., mais ce n'est pas le problème. Nous, on va pas pouvoir toucher la population et on va être inéquitable. Donc, comment on fait? Comment on fait? On fabrique des outils, des petits outils, et les gens ne parlent pas, mais on leur explique, et puis on cherche la personne positive. Et quand on a la personne positive, là on fait un post-counseling test, là on y va. Mais ça pose plein de questions, ça, même en termes de santé publique. Parce que quand on regarde l'efficience de ce qui se fait sur le terrain, on n'est à même pas 30% des gens qui sont dépistés. Il y en a plein qui n'ont pas envie, et puis c'est pas forcément très attractif. Et puis où vont les gens? Ils vont dans les foyers, ils vont dans des lieux de campement en Rome ou autres, et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont à peine 30%. Mais là, on peut se dire, mais il y a deux problèmes. Il y a le problème du consentement libre et éclairé, oui. Est-ce qu'il est libre? Peut-être. Est-ce qu'il est éclairé? Vraiment pas. Et puis, il y a la deuxième question, qui est, est-ce qu'on est efficace sur le plan de la santé publique? Est-ce que réellement, on va réussir à travailler correctement? Et là, on se dit, mais attendez, une approche par les droits, Jonathan Mann, ça nous rappelle quelque chose, ça? Ce diagramme, approche par les droits, approche par la santé publique. Et l'approche par les droits est bénéfique à la santé publique, ça a été assez démontré. Donc, si on commence par voir les gens en leur disant, vous avez besoin de quoi? C'est quoi? C'est les papiers, et puis après, on parlera peut-être de dépistage. Mais là, vous voyez, toujours, il faut aller vite, il faut vaincre l'épidémie, il faut un traitement de masse, il faut y aller. Et ça ne peut pas nous rappeler, et là je ne parle pas d'un point de vue théorique, je parle avec des migrants avec qui j'ai discuté. Ça leur rappelle bien sûr un certain traitement colonial, avec des fausses représentations ou des vraies représentations, mais qui est un traitement de masse, où on arrive, on prend les populations, et puis on dépiste tout le monde. Moi j'ai le souvenir, j'ai travaillé au Burkina Faso à l'époque de la révolution sankariste, et on peut dépasser son objectif très très vite, sans forcément avoir de mauvaises intentions. J'ai le souvenir du ministre de la Santé qui me disait « mais encerclons les villages pour augmenter les taux de vaccination avec l'armée, ça va marcher ». Donc, il faut raison garder et il faut aussi se dire qu'est-ce qui est efficace sur le plan des droits humains et qu'il faut promouvoir. De la même façon, quand on se retrouve à l'OFI à avoir une recherche aujourd'hui qui certes peut être intéressante sur le plan intellectuel ou sur le plan même de l'efficacité du dépistage, avec des indicateurs qui vont être des indicateurs objectivés, mais à partir de déclaratifs qui vont permettre de dire là on a vraiment un risque élevé que cette personne soit contaminée ou ait la tuberculose, soit contaminée par le VIH ou par un autre agent infectieux, donc on va faire le test, donc ça va coûter moins cher, ça va être plus rationnel. Très bien, pourquoi pas? Mais pourquoi le faire à l'OFI? Pourquoi le faire dans une institution, d'abord qui dépend du ministère de l'Intérieur, ensuite qui est sous la responsabilité directement du directeur de l'OFI, qui a aussi ses objectifs à rendre. Et là, pour le coup, on peut se demander si le consentement il est libre. Peut-être il est éclairé, si les moyens sont mis, mais en tout cas, est-ce qu'il est libre? Ça, je pense qu'il y a une grosse discussion. Et d'ailleurs, le Conseil national du SIDA a rendu un avis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, ça nous pose la question aussi de nos instances éthiques de recherche, qui ont donné le OK, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est réellement important de se dire comment ça fonctionne, cette question de la migration, et qu'est-ce qu'elle pose aussi à la façon dont nous donnons des avis, dont les recherches sont entreprises, etc. Donc, les préjugés ont la vie dure, mais je pense qu'il va falloir d'abord travailler chez les soignants et les chercheurs, pour s'occuper aussi de nous d'abord, en premier lieu. Ensuite, comment faire ? Alors, je pense que déjà sur la migration, il y a une méconnaissance des enjeux de la migration. Aujourd'hui, combien de personnes savent qu'il y a 4 millions d'étrangers en France, 6 millions d'émigrés, 2,6 millions de ressortissants des pays tiers,
Combien savent ce que c'est qu'un public vulnérable? Pourquoi on dit public vulnérable? Qu'est-ce que ça pose comme question? Combien savent comment fonctionne la protection maladie? Quels sont les enjeux posés par les Nations Unies au niveau de la sécurité mondiale qui font qu'ils sont en train d'investir dedans? Quelle est l'histoire des biens publics mondiaux? Comment tout ça fonctionne? Sinon, pour parler de santé mondiale et être connecté, c'est un peu difficile. Et puis le code de déontologie. Certes, les soignants sont indépendants, ça ils l'ont bien retenu. Mais on ne peut pas dire que travailler à l'OFI, c'est garantir la même indépendance que travailler au ministère de la Santé. Donc c'est la fonction régalienne d'assurer la protection des populations. Il y a un sens. Ensuite, on a des textes internationaux qui ne sont absolument pas connus, qu'il faut connaître aussi. Et est-ce qu'ils sont effectivement ratifiés ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la personne en tant que soignant peut s'adosser aussi à quelque chose? Ou alors elle ne sait pas trop, elle va parler oui un peu, c'est écrit dans la Constitution, mais bon, voilà. Bon. Et puis après, du coup, ça devient très difficile de se positionner sur des enjeux éthiques. Et on se retrouve avec des difficultés, des contradictions entre le Conseil consultatif national d'éthique, le Défenseur des droits, la Société française de pédiatrie, qui prennent par exemple position contre les tests osseux chez les mineurs pour déterminer l'âge. Et puis, en fait, un niveau très juridique qui dit « moi, j'ai besoin de l'âge, parce que de toute façon, j'ai besoin de savoir l'âge de ces jeunes, et au niveau international, l'agenda, c'est le terrorisme. Et donc, je dois savoir. » Donc, si tout ça n'est pas discuté, compris, on peut se retrouver avec des positions extrêmement tranchées, un mélange des fois entre des positions scientifiques et des positions sociétales. Bon. Et par exemple, là, on a une communication courageuse du comité d'éthique à Brest qui, justement, a dit il n'est pas possible de continuer avec les tests osseux. Pour des tas de raisons qui sont connues, archi-connues. Mais voilà, c'est isolé. Encore une fois, quel est le lien avec les autres acteurs? Comment tout ça peut être beaucoup plus synergique? Ça, je crois que c'est un enjeu vraiment très très fort. Et puis, il y a aussi peut-être un dernier préjugé sur la nécessité, c'est qu'il y a cette idée en Occident de la démocratie. En fait, moi je trouve qu'il y a un auteur qui est rafraîchissant pour ça, c'est Amartya Sen. Il a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi la démocratie n'appartient pas qu'aux Occidentaux ?» en montrant qu'en fait cette préoccupation du partage, de l'échange, de l'accueil, de la démocratie, d'une certaine façon, on l'appelle comme ça. Hein. Alors nous, on l'a donné la démocratie, le pouvoir par le peuple, démocratie, ok. Mais dans toutes les instances, partout, c'est quelque chose de fondamentalement humain. Et à partir du moment où on ne le respecte pas, on se retrouve avec des difficultés, y compris parce que les gens ne comprennent pas les programmes, ne sont pas compliants, comme on dit, etc. etc. On entend souvent, et ça c'est peut-être un détournement des chercheurs en sciences sociales qui disent il y a l'éthique effectivement de responsabilité et l'éthique de conviction. Ah ça, j'entends ça souvent. Vous les associations, vous avez une éthique de conviction, vous êtes convaincus. Puis nous on a une éthique de l'administration ou autre de responsabilité. C'est notamment des discussions qu'on a avec l'OFI. Mais en fait c'est caricatural, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, je pense, c'est qu'on est dans un cadre, une matrice d'analyse en sciences sociales, mais tout le monde est à la fois sur de la conviction et de la responsabilité. Le tout, c'est de le clarifier et de discuter ensemble sur cette clarification. Mais voilà où on en est un petit peu de façon trop caricaturale, je trouve. Et ça, il faudrait avancer sur ça. Donc, en d'autres termes, pour être peut-être aussi... et là, je vais citer l'article 7 du Code de la santé publique, déontologie du Code médical, qui dit que toute personne doit assurer la continuité des soins, donc c'est quand même important. Si on n'a pas d'entrée par les droits humains, comment assurer cette continuité? Ça va être difficile. Et si on ne discute pas avec les personnes, si on ne reformule pas les interrogations, y compris dans les projets de recherche, c'est-à-dire dès le départ, ce que je veux dire, c'est que dans un comité scientifique, il y a des comités scientifiques, alors maintenant il y a certaines recherches qui l'intègrent, avec un comité scientifique, puis à côté un autre comité, comité de pilotage ou autre. Mais si l'objet de la recherche, je ne parle pas de la méthodologie technique, encore que les conséquences de la méthodologie sont importantes. Si ces éléments-là ne sont pas discutés avec les populations dès le départ, ça ne va pas le faire. On va être en difficulté. Et on n'est pas vraiment sur une approche par les droits et par les besoins. Vous aurez des très belles recherches, mais la question fondamentale de à quoi vont servir ces recherches, comment les gens vont se sentir
aussi intéressés par ça. Nous, on sait que par exemple, le simple fait, c'est pas une recherche, mais le simple fait d'avoir associé au livret de santé bilingue un certain nombre de personnes, on sait que la promotion ne va pas être la même. Les discussions dans la communauté ne vont pas être la même. C'est exactement la même chose entre nous. C'est pour ça qu'on fait un comité scientifique, on fait un comité élargi avec des partenaires pour développer des outils. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment se poser la question maintenant de comment on fait concrètement sur le terrain. Alors, donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'évolution des politiques publiques de santé, mais je voulais dire en introduction quand même qu'on est dans un contexte qui est particulièrement difficile. D'abord, vous devez savoir, moi j'ai découvert ça, je ne savais pas que c'était aussi important, que l'aide dans les programmes de l'Union européenne sont conditionnés. L'aide aux ONG, l'aide aux États. Sont conditionnés pourquoi? Pour contenir la migration, pour soutenir les opérateurs qui organisent des camps de réfugiés. Ceux qui sont intéressés, je vous conseille de lire les ouvrages de Michel Agier sur cette question, sur les camps. Sur la délocalisation des demandeurs d'asile, sur les marges de l'Union européenne, par exemple en Libye ou ailleurs, et le fait qu'on va aller les choisir, c'est-à-dire choisir les bons réfugiés. Mesures antiterroristes, ça veut dire que dans les contrats, et là c'est pas que l'Union européenne, et c'est peut-être d'abord les États-Unis, quand vous êtes avec une ONG ou une association, on va vous demander d'abord de dire que vous n'êtes pas un terroriste, et votre responsable des ressources humaines, il va soit donner votre nom aux États-Unis, pour qu'on vérifie que vous n'êtes pas un terroriste, soit comparer une liste avec votre nom et ce que vous avez fait, etc. Donc là, ça commence vraiment en termes de, disons, de libertés individuelles et d'évolution, on voit que c'est assez massif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on discute là de droits humains, des personnes, de l'efficacité en santé publique, etc. Mais on a des programmes de l'Union européenne qui sont extrêmement conditionnés, extrêmement sévères. Je pourrais citer la phrase de Bertolt Brecht que vous devez connaître, c'est qu'on pense toujours au flux du fleuve, mais on ne pense pas tellement aux rives qui enserrent ce fleuve. Et le problème, il est là aujourd'hui. Comment travailler aussi sur ces institutions, avec ces institutions, là c'est du lobby à Bruxelles, à Genève, etc. Parce que ça, évidemment, ça finit par percoler au niveau des États, au niveau des acteurs, sans même qu'ils se rendent compte pourquoi, effectivement, cette décision politique très lointaine, eh ben, elle va influencer leur vie quotidienne et leurs pratiques. Après, on a probablement des dispositifs que j'appellerais des dispositifs résistants. Les permanences d'accès aux soins de santé, l'interprétariat, la médiation, voilà. Des dispositifs qui, dans les replis, ce que Foucault appelle, voilà, ces constructions qui vont essayer d'apporter autre chose et de résister à ce qui est en train de se passer. Mais le problème, c'est que ça percole en permanence. Et que donc, on peut se retrouver avec un médiateur qui va devenir un agent de santé pour promouvoir justement un dépistage, pour servir d'interprète, parce que justement, on n'a pas d'interprète dans les foyers et on n'a pas d'argent, etc., etc. Alors, là, je voulais vous montrer quand même, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait vu. Voilà. Ça, c'est l'évolution du droit d'asile et du droit au séjour pour raison médicale. Bon, ce sont des données publiques, hein, sauf le droit au séjour pour raison médicale. On attend d'ailleurs les résultats de l'OFII. Mais disons que vous avez ici une courbe qui commence dans les années 70. Donc souvenez-vous, la création des ONG de deuxième génération avant les années 60, sans même parler de Oxfam dans les années 40, c'est à peu près là. Et c'est à peu près là où on commence à voir effectivement une grosse différence entre le nombre de demandeurs d'asile et le nombre de réfugiés. Alors, ce n'est pas des quotas, c'est là où c'est intéressant. Il y a eu des études de Didier Fassin, le président du COMED, ou d'autres au Canada, aux États-Unis. Ce sont en fait ce qu'on pourrait appeler des quotas intégrés, mais c'est un peu vite dit, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes, au bout d'un certain nombre d'acceptations de dossiers, vont plus répondre de la même manière. Et puis c'est aussi le fait qu'on sélectionne les personnes, pas tellement en fonction uniquement de leur histoire, toutes les histoires sont terribles et atroces, mais en fonction de la crédibilité qu'on accorde, en fonction de est-ce que cette personne, je la vois moi en France, est-ce que vraiment ça va être utile? Donc est-ce qu'elle parle bien? Est-ce qu'il y a un contact? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est en difficulté? Et c'est pour ça qu'au COMED, on a décidé de complètement changer notre travail sur les certificats liés aux violences par rapport aux demandeurs d'asile. Au départ, on était dans quelque chose d'assez classique, un peu unité médico-judiciaire, en sachant que par rapport au protocole d'Istanbul, qui est ce qui régit en fait la causalité,
on était très à distance des événements traumatisants et de la guerre, donc il n'y avait absolument pas d'éléments pathognomoniques, encore qu'on peut même se poser la question si ça existe, mais en revanche il y avait la compatibilité. Et les officiers de protection sont intéressés, comme le juge après, s'il y a un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, parce que la personne a été déboutée devant l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, et en fait on s'est rendu compte que ça n'avait plus vraiment d'importance, c'était un espèce de marché avec les personnes qui venaient, les avocats surenchérissaient, etc. Et en fait on s'est dit, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important en tant que soignant, c'est de se dire l'attitude de cette personne, le retentissement sur sa vie quotidienne, sa capacité à interagir avec d'autres. Est-ce que nous, en tant que soignants, on peut dire que là, il se passe quelque chose et qu'il faut s'en occuper, et qu'elle peut avoir des trous de mémoire, elle peut effectivement être agressive, peut être impulsive, c'est dans le tableau clinique. Et on ne prend absolument pas parti, c'est simplement descriptif. Et on a essayé de changer ça, et j'avoue que là, il faut, d'ailleurs, je n'ai même pas avoué, il faut rendre hommage au directeur de l'OFPRA, Pascal Brice, qui a réellement changé ça aussi au niveau des officiers de protection, de façon à travailler davantage sur comment une histoire elle est reçue, comment on la travaille. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on était autour de 15%, la moyenne à peu près, et on est passé à 30%. Donc ça veut dire qu'on peut mieux faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus légitimes en ce moment, hein, ça n'a rien à voir. Donc il y a encore 70% des gens à qui on répond non, il n'y a pas 70% de gens qui demandent l'asile pour des mauvaises raisons. En tout cas vis-à-vis de Genève, que ce soit la protection pleine et entière ou la protection subsidiaire. Et puis vous voyez que les nouveaux malades protégés, 6 000 par an en France, ça ne bouge pas. Alors qu'en fait, là ça bouge. Donc ça devrait augmenter en fait. Donc là, on va voir les taux d'acceptation des médecins de l'OFI. On était, nous, d'après nos études, à 75% à peu près, toutes pathologies confondues. Et on pense qu'aujourd'hui, on va être à moins de 50%. On va voir si on s'est trompé ou pas. Et là, on va avoir besoin d'evidence-based. Parce que c'est quand même un enjeu très très fort. En gros, la politique aujourd'hui, telle qu'on l'a compris de l'OFI, c'est de rechercher les fraudeurs. Vous le savez peut-être, mais on demande beaucoup de contrôles, en tout cas sur l'île de France, c'est massif. On demande aux médecins d'apporter des tas de preuves, on demande aux patients de revenir, il ne sait même pas pourquoi il doit revenir à l'OFI, parfois 2 fois, on lui fait une prise de sang, on ne lui dit même pas le résultat. Tout ça est quand même un peu contradictoire avec les bonnes pratiques. Et en fait, on considère que, bon bah oui, c'est oui. Et bien sûr qu'ils trouvent des gens qui ont triché, mais bien sûr qu'il y a des gens qui se sont dit séropositifs au VIH et qui ne le sont pas. Mais quand on leur demande leurs chiffres, ils disent qu'ils ne savent pas. Et quand on travaille vraiment avec eux, on est à moins de 2%. Alors est-ce qu'il faut mettre tout ça en place, en sachant que de toute façon, il y aura, comme dans toute situation, des extrêmes au niveau de la courbe de Gauss? C'est une vraie question. Tout ce que ça introduit en plus comme représentation, remise en cause du travail des soignants, et j'en ai pas parlé, mais sur l'histoire de Monsieur K, ce qui est assez alarmant en fait, je trouve, c'est que les soignants se sont sentis décrédibilisés dans cette histoire. Ils se disent, mais pourquoi je travaille en fait? À quoi ça sert? J'ai mis tout ça en place, j'ai même demandé au SAMU, puis en fait je me rends compte que j'ai pas de réponse claire, j'ai pas une parole claire du ministère de la Santé, et cette personne en fait c'est uniquement le juridique, expiration des 45 jours, et puis ici il s'est aggravé sur le plan médical quand même. Et moi ce qui m'inquiète, c'est que pour des personnes qui sont assez bien achalandées sur le plan éthique, ça va, on peut débriefer, mais pour d'autres, elles vont acquérir des réflexes. En disant là, la tuberculose, non, on va pas le traiter, il faut qu'il rentre chez lui. Puis on va se retrouver avec des services qui vont faire et d'autres qui ne vont pas faire. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un problème de fond aujourd'hui. Alors, revenons-en par rapport à tout ça, tout ce tableau que je vous ai un peu présenté, assez qualitatif pour l'instant. Les lois, les politiques en France, voilà, en lien avec la migration. Alors, je fais un petit rappel sur 1902, 1946, création de la sécurité sociale. Bon, il faut attendre 1991 pour avoir effectivement la suppression du travail pour les demandeurs d'asile. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez tardif, hein, avec une argumentation qui est le marché du travail, mais en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. C'est plutôt faire que les gens ne s'installent pas, ne restent pas. À partir du moment où ils travaillent, voilà. Et puis vous voyez qu'on a une réforme de l'aide médicale
avec l'exclusion de la sécurité sociale pour les étrangers en séjour irrégulier. Donc vous voyez, les taux se resserrent un petit peu. Et en 98, on est devant une situation très paradoxale, c'est qu'on a des gens qui sont les ni-ni, ni expulsables ni régularisables, avec la double peine. Et donc c'est la fameuse loi Chevènement qui dit, pour les personnes effectivement qui ont une pathologie d'une exceptionnelle gravité sans accès dans leur pays d'origine à un traitement au sens large, ces personnes-là, il faut une protection. Et on peut dire qu'il y a des situations très simples, justement en théorie comme la tuberculose, ou maintenant le virus de l'hépatite C, où on sait combien de temps ça va durer, mais il y a des situations beaucoup plus complexes, évidemment, avec des pathologies chroniques, transmissibles ou pas. 99, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça, réforme de la CMU, de l'AME, etc. Je passe assez vite. Tout ça pour venir aux premières restrictions qui sont apportées à l'accès à l'AME. Oui, 2010, merci. 2010, restrictions apportées à l'accès à l'AME, avec une entrée payante, un panier de soins qui est diminué, un accord nécessaire pour les soins qui sont jugés coûteux. Alors après, tout le monde dit oui, le panier de soins c'est pas grave parce que ça porte sur justement l'aide à la procréation. Alors déjà c'est une vraie question, pourquoi c'est pas grave? Bon. Et puis ensuite on s'est rendu compte que les médicaments à ASMR faibles, services médicaux rendus faibles, ils sont exclus de l'AME. Pourquoi est-ce qu'une personne qui a la CMU, elle peut y avoir droit? Et pourquoi une personne qui a l'AME, elle ne peut pas y avoir droit? C'est deux personnes différentes, elles ont un statut humain différent? Non. Elles sont malades, elles ont besoin de soins. Donc là, il y a un vrai souci. Ça commence là. Et puis, on a les fameuses réformes successives sur l'immigration. Avec, alors c'est toujours intéressant, la protection universelle maladie, c'est-à-dire on est dans le superfétatoire au niveau du discours, puis en fait on restreint de plus en plus dans la réalité des faits, avec des caisses de sécurité sociale qui se bunkérisent, nous c'est notre expression favorite, c'est-à-dire qu'avant vous alliez dans une caisse de sécu par arrondissement, etc. Maintenant c'est terminé, ça se passe de plus en plus par internet évidemment, il y a des files d'attente, il y a certaines caisses seulement pour des situations particulières. Bon. Donc on est sur une évolution aussi globale, qui n'est pas uniquement liée à la question des étrangers. Et puis des limitations, comme la nécessité d'une convocation par la préfecture. Voilà, s'il n'y a pas de convocation par la préfecture, ça n'est pas possible, alors même que la personne est passée par les fameuses PADA, plateformes d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc c'est quand même des gens qui ont une association, déclaration en préfecture, avec reconnu, etc. Non, ça ne marche pas. Et donc, on retarde de plus en plus l'obtention, effectivement, d'une protection maladie. Nous, on a des retards dans certaines situations qui sont à plus de 6, 7, 8 mois. Alors, on nous dit, mais vous devriez en fait aller avec la Sécu, faire un travail particulier avec elle, parce qu'ils vont vous envoyer des gens, et puis immédiatement, il va y avoir une régularisation, ils vont pouvoir avoir leur protection maladie, voilà. Mais on leur dit, mais attendez, nous on est une toute petite partie, le COMED reçoit peut-être 4000 personnes par an, mais tous les autres, qu'est-ce qui va se passer? En fait, nous on a une petite partie de toute la population, donc ce qu'on voudrait c'est que ça fonctionne votre système pour l'ensemble de la population vivante. On a les bonnes nouvelles de 2015 et de 2016, encore que pour l'instant on n'a absolument pas vu un engagement financier, il n'y a aucune réponse claire. Donc on est encore dans une injonction assez paradoxale. On ne sait même pas s'il y a la reconduction, vous vous souvenez pour certains, certaines, du fonds d'interprétariat pour 3 maladies infectieuses. Et on peut se demander pourquoi, s'ils avaient tous les éléments épidémiologiques de la transition sanitaire, c'est-à-dire la tuberculose, le VIH et les hépatites. Mais aujourd'hui, on sait, et je vous montrerai dans les chiffres, que le psychotraumatisme, le diabète, les maladies cardiovasculaires, c'est ça le problème des personnes qui sont migrantes ici. Et puis, on a eu cette tentative-là, effectivement, avec les lois, de dire on va passer de l'accessibilité à la disponibilité, puis on est revenu à l'accessibilité. Alors ça, c'est très important, parce qu'une disponibilité, on se rend compte qu'en fait, c'est très peu solide sur le plan de l'argumentation. Alors que l'accessibilité, ça peut être l'accessibilité géographique, ça peut être l'accessibilité financière, ça peut être l'aide sociale, etc. Et là, on se rend compte que ce qui est très intéressant aussi, et là je pense qu'il faudrait des études anthropologiques, même diachroniques. Qu'est-ce qui se passe? Les soignants qui sont sur ces éléments-là, qui aident les gens à accéder aux soins, les administratifs, les juristes, les avocats, ils intègrent l'évolution sociétale.
Et donc ils se disent, tiens, on va vraiment, est-ce que le médicament, il est vraiment disponible, est-ce qu'il est présent? Et puis quand on dit, mais tu sais, là c'est quand même la Guyane française, ok, il y a une frontière, et puis après il y a l'état de la Mapa. L'état de la Mapa, c'est parce que le nord-est est brésilien, c'est très pauvre, il n'y a pas de système de santé structuré, les médecins ne veulent pas aller travailler là-bas. Il y a peut-être un peu de distribution d'antiviraux, et encore, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Le prochain hôpital, il est à 48 heures. En saison des pluies, c'est encore pire. Leurs familles, les gens ne sont pas avec, ils n'ont pas d'aide sociale. Est-ce que quand même, ça, c'est pas un argument pour dire qu'il n'y a pas d'accessibilité? Ah ben non, c'est pas un argument fort, parce que le juge, il va dire, moi j'ai besoin d'un argument carré. Et ça, après tout, pourquoi est-ce que il resterait en France pour ça? Il peut aller à Rio de Janeiro, il peut aller à Buenos Aires, il peut, voilà. Oui, mais à Buenos Aires, il n'aura pas forcément la même aide sociale, il n'aura pas le soutien familial, il aura... En France, il a aussi autre chose, il y a de l'éducation thérapeutique, etc. Ah non, non, ça c'est pas important. Donc, il y a encore 10 ans, c'était des arguments qui étaient présentés. Et les juges rattrapaient quasiment une situation sur deux d'après notre expérience, au moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et aujourd'hui, on a des refus nets, massifs sur la question du VIH. Je pense que vous en avez entendu parler, on a une veille sur le VIH. Je dirais que la fin de l'exceptionnalité du VIH qui avait été annoncée, alors que les chiffres ne sont pas forcément d'ailleurs meilleurs dans les régions concernées en termes d'accès aux soins, voilà, on est en difficulté parce que on voit de plus en plus de refus avec l'argumentaire qu'il y a de plus en plus de programmes, etc. Alors que quand on va sur le terrain, on sait très bien que ces programmes ne peuvent pas répondre à tout et ne répondent pas en tout cas au traitement global et à l'accessibilité. Bon, le nouveau, je vais être très rapide sur le nouveau projet de loi de contrôle de l'immigration. Vous connaissez tous, sur la durée de la rétention, sur le fait qu'il y a une volonté de faire en même temps la demande d'asile et la demande de régularisation pour raison médicale. En d'autres termes, si vous avez menti, on ne vous donnera rien, donc il faut le dire. Donc ça pose des questions, parce que est-ce que vous saviez à ce moment-là que vous aviez cette maladie? On sait tous que, suivant les pathologies, ça peut être plus de 50% des gens qui découvrent leur maladie en France. Donc comment... Oui, 5 minutes, oui. Donc comment ça va se passer concrètement en termes d'appréciation des dossiers? Et puis, est-ce qu'on va aller vers une santé des immigrés sous l'entier contrôle du ministère de l'Intérieur? Ça, c'est une vraie question en France, puisqu'aujourd'hui, la santé est de plus en plus sous cette responsabilité. Les étudiants, c'est passé au ministère de l'Enseignement et de la Recherche, mais qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les fonds. Et une des questions que nous posons, nous, au ministère de l'Intérieur, c'est comment votre engagement financier pourrait être en direction du ministère de la Santé, en interministériel, de façon à ce que la santé puisse récupérer ce qui est normalement dans ses attributions et sa responsabilité. Alors, si j'ai 5 minutes, je vais aller très très vite sur les autres sujets. Sur la question de la santé mondiale, donc, c'est le dernier chapitre. Est-ce que l'approche par les droits est encore d'actualité? Et la deuxième question, c'est comment on transforme cette relation à la migration aujourd'hui? Deuxième question. Alors nous, on est persuadés que l'approche par les droits est d'actualité. Mais quand vous êtes dans les forums internationaux, y compris au niveau des ONG, au niveau des Nations Unies, vous vous rendez compte que c'est pas du tout comme ça que ça se pense. On est en termes d'efficacité, on est en termes d'efficience. Donc là, il y a un vrai travail de plaidoyer, y compris dans les recherches qualitatives, pour traiter ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a complètement changé de discours alors qu'on a quand même un certain nombre d'evidence-based des années 90, on a l'expérience du VIH, voilà. Donc là, il y a, à mon avis, si on oublie ça et on ne prend pas ça à bras le corps en discutant, et je pense que c'est ce qu'Édimbourg a essayé de faire, on va être très en difficulté. Et donc là, il y a tout un travail de plaidoyer aussi qu'il va falloir organiser. Sur la transformation de la relation à la migration, est-ce que beaucoup d'entre nous faisons vraiment de la santé mondiale? C'est-à-dire une santé publique qui soit vraiment au-delà des frontières, qui ne soit pas internationale ou d'une nation, mais qui soit réellement avec des objectifs communs, avec une mutualisation? Quasiment aucun. Donc là, il y a probablement aussi des choses à vraiment travailler en termes de coopération, d'équité mondiale,
Quand en Géorgie, on se rend compte qu'une personne ne peut pas être traitée par la tuberculose, je reviens à mon cas, est-ce que c'est pas à la France aussi, au vu de ses capacités, de son développement, de prendre en charge cette personne? Et puis après, il peut y avoir des échanges, des coopérations, y compris sur les ressources humaines. Mais tout ça, ça reste à construire. Globalement, aujourd'hui, pour finir par 2-3 slides, enfin, voilà, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui sont on the move, qui sont les mobile population, qui migrent. D'ailleurs, sur la terminologie aussi... Ah oui, aussi, je mets la slide, mais là, elle est très loin, ma slide. Mais vous aimez vraiment le visuel, hein? Alors, attendez. Je parle de mes 5 minutes, là. Ça, je vous en ai parlé, donc c'est bon. Voilà, ça, je vous en ai parlé aussi. Voilà, c'est en anglais. Donc, ce qui est important, c'est que ce dont on ne prend pas conscience, c'est que les plus de 700, enfin les environ 750 millions de personnes déplacées sur le 1 milliard, ce sont des personnes qui sont déplacées dans leur pays ou à l'intérieur de régions. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite partie de ce 1 milliard, même si c'est un gros chiffre, qui migrent à l'extérieur. Deuxièmement, aujourd'hui, il faut quand même être conscient que depuis effectivement la Seconde Guerre mondiale, on a des déplacements internes et externes qui font qu'on est quasiment du niveau, et il faut le dire, il faut le rappeler, de la Deuxième Guerre mondiale, en termes de déplacement de population, même si on est plus sur des déplacements internes. Et aujourd'hui, les éléments politiques internationaux, ils sont présents. C'est-à-dire que quand vous écoutez Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais en fait, c'est pas une crise de nombre de migrants, c'est une crise politique, c'est une crise de politique publique. C'est ça qui doit être mis en place. Mais derrière, il y a strictement aucune coordination accord, et vous avez vu, les politiques sont plutôt des politiques très sécuritaires qui rentrent évidemment en conflit avec cette option. Et on voit bien que si je vous ai mis ça, c'est parce que je pense que c'est la part du débat, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas dire on met ça sous le tapis et on va faire quelque chose qui va être juste, oui, les migrants ne consomment pas le système de soins, etc. C'est pas suffisant. Il faut aussi que ça soit abordé dans les discussions, dans les représentations. Il y a des études très intéressantes, vous en avez entendu parler. Vous savez que dans le monde entier, l'Europe est le pays où il y a le plus de personnes, quand on interroge, quand on fait un panel, qui se prononcent contre la migration. Et vous savez aussi que quand on informe les gens, il y a eu des études comparatives, en leur disant, en fait, c'est pas 15 millions d'étrangers en France, c'est 6, 4, 8, etc. Suivant d'ailleurs là les mesures qui ne sont pas les mêmes. Les gens disent « Ah bon ?» Et là, vous pouvez carrément faire chuter les réponses. Donc il y a tout un travail aussi à ce niveau-là qui est vraiment important. Et puis je voudrais finir en fait, avant de poser quelques questions, sur les réfugiés climatiques. Parce que c'est quand même un sujet fondamental. On est traversé sur ces questions de représentation, y compris dans toutes les sciences. Il n'y a pas que la médecine. Hein. En botanique, Marie-Thérèse, on en parle souvent, on parle d'espèces invasives. C'est quoi une espèce invasive? Et il y a des vraies discussions entre les botanistes pour dire mais est-ce que ça existe vraiment une espèce invasive? Comment elle est venue là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle se développe? À quel moment? Donc c'est vraiment quelque chose qui nous imprègne, et je donne cet exemple-là, mais il y en a plein, énormément. Alors les réfugiés climatiques, ça aussi, c'est un sujet qui est particulier, puisque vous savez qu'on attend plus de 200 millions de personnes en migration dite climatique d'ici 2030-2050 suivant les estimations. On sait qu'il y a des régions qui vont vraiment être très concernées, par exemple le Pakistan, le Bangladesh. Mais il est difficile d'affirmer que c'est vraiment la dégradation environnementale qui est le facteur essentiel pour la migration. Il est difficile aussi de faire une distinction malheureuse entre les réfugiés politiques, économiques, environnementaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est très important. On peut avoir aussi des compétitions, ça c'est classique dans le domaine des interventions humanitaires, entre les éco-réfugiés et les réfugiés économiques pour des ressources vitales, pour l'accès à la ressource. Hein. Et la qualification de réfugiés climatiques, on voit qu'elle est très vague et elle pose tellement de problèmes qu'en fait les Nations Unies ont décidé de surtout pas réouvrir le protocole de 1951 et donc s'en tenir à la définition actuelle et de dire aux États et aux régions, débrouillez-vous dans vos régions. Ce qui n'est pas, franchement, non plus une solution.
Donc je voulais terminer par dire qu'effectivement, dans un monde de plus en plus globalisé, et là, je cite effectivement une chercheuse de Paris 13, on est à la fois partout et nulle part, et on sera peut-être des réfugiés climatiques un jour, ça c'est ce que tout le monde a en tête, donc ça montre jusqu'où la Terre est devenue petite, mais on peut peut-être se dire aussi qu'on va devenir habile à construire de nouveaux liens avec d'autres êtres humains et avec d'autres formes de vie. Et je finis par cette photo qui est assez éloquente du quai Branly, sur les enjeux à venir. Et je voulais vous poser en fait 3 questions, et j'arrête là. Quel partenariat, pour faire quoi, entre les acteurs de la société civile et les universités? Pour quel projet de recherche opérationnelle? Également de suivi de la mise en œuvre des politiques publiques. Quelles évolutions des formations des soignants, des autres acteurs, dont les acteurs administratifs? Et quel plaidoyer, avec qui aussi, auprès des instances publiques, sans oublier les instances où les gens se réunissent, qui de toute façon vont avoir une influence sans qu'on s'en rende compte. Donc pas seulement les médias publics, et pas seulement l'éducation, mais aussi les lieux où les choses se décident. Voilà, je vous remercie.